avait déjà certaines qualités, même si pour l'époque, forcément, à chaque évolution de détecteurs, de matériel et tout ça est toujours une grande avancée. Mais quand même, il faut quand même se dire qu'ils ont fait quand même des belles réussites quand on repense au matériel utilisé à l'époque. C'est comme ça qu'en fait il faut se le dire. Et à 6,4 millions de kilomètres, la sonde mesure une diminution de la vitesse du vent solaire, une élévation de la température liée à la traversée de l'onde de choc, donc au moment où elle traverse, séparant la magnétosphère de la planète du milieu interstellaire. Oui, ça aussi ils ont pu le découvrir. Car bien sûr le milieu interstellaire, en dehors des magnétosphères des planètes, le Soleil est roi. La sonde s'avance quand même jusqu'à 200 000 km de la surface et 16 heures de vol avant de venir passer à 1,42 million de kilomètres de la Lune de Callisto, puis 4 heures plus tard à 440 000 de la Lune Ganymède. Elle survole Europe à 6,4 heures avant sa rencontre avec la planète de Jupiter, en passant à 330 000 km. Et l'instrument, le photopolarimètre, parvient à photographier les 3 lunes, mais la meilleure résolution spatiale est obtenue en photographiant Ganymède, et seulement de 400 km, et permet uniquement de distinguer une région sombre près du pôle sud et une région plus claire au pôle nord. Et en décembre 1973, Pioneer 10 passe à 130 354 km du sommet des nuages de la planète géante à une vitesse de 35 km par seconde. Donc déjà pour l'époque, je ne sais pas si c'était la plus rapide du moment, mais en tout cas avec l'attraction de la planète, ça devait quand même y jouer énormément et c'est déjà pas mal. En prenant des photos, 10 minutes après ce survol, Pioneer passe à seulement 30 000 km de la petite lune à Maltais. Quelques minutes plus tard, Io, qui s'interpose durant près d'une minute entre la sonde spatiale et la Terre. Cette occultation voulue permet de déterminer par l'analyse des perturbations du signal radio qu'Io a une atmosphère de très faible densité et une nucléosphère qui cumule à 700 km en altitude. Et le spectromètre ultraviolet détecte un nuage d'hydrogène. Le spectromètre ultraviolet, justement, qui permet, comme le nom indique en ultraviolet, ce que nous ne pouvons pas voir en ondes non visibles, comme nous ne pouvons pas, bien sûr, avec nos yeux, voir ce qui est en dehors du spectre visible. Et bien sûr, à l'époque, cela reste inexpliqué à ce moment-là. Il y a un autre instrument, le photomètre infrarouge, fournit un profil de température très détaillé, contredisant les mesures effectuées avec des instruments qu'à ce moment-là ils avaient sur Terre. Donc forcément, comme je dis, infrarouge, comme l'ultraviolet. Et au final, l'occultation radio permet de découvrir que la ionosphère s'étend jusqu'à une altitude de 3000 km pour la géante gazeuse, pour Jupiter. Et la sonde prend quand même près de 500 photos de l'atmosphère de Jupiter. Par contre, tout ce qui est caractéristiques techniques, ça je vous laisse aller voir par vous-même si vous en avez envie, si ça vous intéresse. Et je continue donc pour Pioneer 10. Bénéficiant de l'assistance gravitationnelle, celle-ci accroît sa vitesse suffisamment pour lui permettre de quitter à terme le système solaire. La nouvelle trajectoire de la sonde spatiale amène la direction opposée du déplacement du Soleil dans la galaxie. Elle entame un périple qui doit l'emmener, c'est ce qu'ils ont prévu dans leurs calculs, dans les alentours de l'étoile Aldébaran, dans 2 millions d'années, Aldébaran, dans la constellation du Taureau. Et le principal objectif est aussi la recherche de l'héliopause. C'est la frontière qui délimite la zone d'influence de notre Soleil. Comme il y a la zone d'influence des vents solaires et il y a la zone d'influence gravitationnelle. Et malheureusement, comme je l'ai dit il y a quelques instants, elle se déplace dans le sens opposé, donc ne pourra pas atteindre cet objectif.
Et la mission de la sonde arrive à son terme dans les environs de fin mars, début avril 1997. Et comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, réduction budgétaire, comme la plupart du temps. Et le petit truc sympa à savoir, c'est que des contacts occasionnels sont pris pour l'anniversaire de la sonde en 2002, pour le 30e anniversaire, et oui, 30 ans. Comme pour nous cette année, comme nous pour Hubble qui a eu ses 30 ans. Félicitations Hubble. Et donc pour en revenir au contact occasionnel, malgré son âge et ses conditions qu'elle rencontre dans le vide interstellaire, elle fonctionnait encore, même si de nombreux systèmes ont été arrêtés faute d'énergie, bien sûr. Et le dernier contact de la sonde, très faible, a eu lieu le 22 janvier 2003. Et la dernière tentative fut le 7 février 2003. Mais elle a resté son silence. Et comme la toute dernière, comme est toujours une dernière des dernières, mais là c'est vraiment l'ultime tentative, en mars 2006, qui s'est soldée évidemment par un sans contact. Et le dernier relevé qu'ils ont pu avoir, c'est que la sonde 44 000 km/h. Et la distance du Soleil de plus de 12 milliards de kilomètres en 2006.